Donc bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue à ce webinaire, donc ce premier webinaire 2023 à destination des CFA. Donc, ce webinaire vous sera présenté donc par ma collègue donc Anaïs Lenné, qui est gestionnaire de dossiers d'alternance et interlocutrice CFA, à l'OPCO2I Normandie, et je présenterai également ce webinaire. Je suis donc chargé de projet, Maxime Panchuquet, chargé de projet, et référent à alternance, à l'OPCO2I Centrale de Loire. Nous sommes également accompagnés, de 2 collègues, donc Audrey Defenin, conseillère formation, en Centre-Val de Loire, et Solène Sanson, gestionnaire de dossier également à l'OPCO2I, Normandie. Le sujet de ce webinaire, donc, c'est bien les documents contractuels, inhérents au contrat d'apprentissage. Alors, sachez que ce webinaire est enregistré et vous pourrez retrouver ce webinaire donc, en replay, ainsi que le support sur notre site internet. Donc alors, pour un bon déroulé, de ce webinaire, sachez que vos micros sont coupés, également les caméras, mais bien entendu, vous pouvez poser vos questions, dans le chat de ce webinaire, et mes 2 collègues, donc Audrey et Solène, répondront au fur et à mesure, à vos questions, et nous avons également réservé un temps, dédié à la fin de ce webinaire pour échanger sur certaines questions. Donc alors, tout d'abord, je vous propose une rapide présentation de l'OPCO2I. Donc alors, l'OPCO2I, c'est un opérateur, de compétences, interindustriel. Donc nos missions principales, est de conseiller et d'accompagner les entreprises dans leurs projets de formation et de recrutement. L'OPCO2I donc s'engage dans le développement des compétences des salariés des entreprises industrielles, pour faire face, voilà, à la transformation des métiers ou bien aux nouveaux défis, notamment au niveau en matière d'environnement et de digitalisation. Et nous avons également ce rôle de financeur et de facilitateur, sur les contrats d'alternance, que ça soit les contrats d'apprentissage ou bien les contrats de professionnalisation. Et nous faisons également découvrir auprès du grand public, la diversité des métiers de l'industrie, et nous faisons la promotion de l'alternance de manière générale. Donc, en effet, nous représentons donc 32 branches professionnelles. Ça va, voilà, de la chimie, la métallurgie, textile, mode cuir, recyclage, caoutchouc. Donc il y a vraiment une multitude et une grande diversité, de secteurs industriels qui aujourd'hui donc fait la force de notre OPCO, de par, voilà, la synergie qu'on peut mettre en œuvre pour répondre aux challenges de nos industries en matière d'emploi et de formation sur toute la France. Et c'est pourquoi nous avons un ancrage territorial, sur 12 délégations régionales, avec près de 250 conseillers de proximité, qui nous permettent, voilà, d'assurer un service de proximité, sur tout le territoire. Donc pour quelques chiffres, l'OPCO2I, donc c'est 32 branches professionnelles, presque 3 millions de salariés, embauchés donc dans plus de 60 000 entreprises, avec, à fin 2022, on comptabilisait donc 134 000, alternants, en contrat, d'alternance. Mais l'OPCO2I, c'est également des équipes gestion et des équipes conseil avec des services supports. Donc c'est près de 800 collaborateurs, donc répartis, comme je vous disais, sur 12 directions régionales. Maintenant, je vais laisser la main à Anaïs Oui, pour vous présenter le CERFA du contrat d'apprentissage. voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Le CERFA, donc, il doit être signé par le CFA, l'organisme de formation, l'entreprise et l'apprenti. Et évidemment, ils doivent le conserver, ils doivent l'avoir en leur possession. Le CERFA doit être transmis à l'OPCO dans un délai maximum de 5 jours après le début du contrat. Et cette transmission se fait désormais par voie dématérialisée. Donc, il y a deux manières de faire. La première, c'est les entreprises se créent un accès sur la plateforme Mon Compte de Zi et elles vont y saisir tous les champs du CERFA, du contrat d'apprentissage. Cela veut dire que nous nous fions uniquement à ce qui est saisi sur la plateforme et l'entreprise n'a plus besoin de nous donner directement le CERFA papier. Elle doit le conserver, mais nous n'avons pas besoin de le recevoir. La deuxième manière de faire, c'est avec l'API CFA. Alors, l'API CFA, c'est une intelligence artificielle connectée entre le logiciel de gestion du CFA, comme Ipareo par exemple,
et notre logiciel de gestion. Le CERFA va être envoyé directement de logiciel à logiciel et dans ce cas-là, le CFA porte la responsabilité du dépôt du contrat. Donc, ce mandat doit apparaître dans la convention de formation. Alors, je profite de parler de mon compte de ZI pour vous dire, vous, en tant qu'organisme de formation, vous devez également avoir un compte pour récupérer les accords de prise en charge des apprentis. C'est l'organisme de formation qui élabore la convention pédagogique et elle doit compléter la partie formation avec le visa obligatoire. Le formulaire, c'est le 10-103 étoile 09, la dernière version du CERFA. Et évidemment, pour compléter le CERFA, il faut vous munir de la notice parce que c'est tout plein de codes et c'est beaucoup plus simple avec la notice. Alors, pour la partie encadrée employeur, doivent être mentionnés la dénomination de l'employeur, son SIRET, l'adresse de l'établissement où a lieu le contrat d'apprentissage. On doit retrouver également le courriel de la personne qui est en contact avec l'agence des services de paiement pour d'éventuelles questions sur les aides. Doit être mentionné également le type d'employeur, très important parce qu'il va déterminer si oui ou non on peut avoir des aides de l'État. Ensuite, on doit retrouver la somme des effectifs moyens de tous les établissements. Alors attention, parfois il y a des erreurs là-dessus. C'est bien l'effectif de tous les établissements de l'entreprise et non pas de l'établissement où a lieu le contrat d'apprentissage. Ensuite, on doit retrouver le code IDCC applicable. J'insiste sur le applicable. Avant, c'était le code IDCC appliqué qui déterminait le niveau de prise en charge. Maintenant, on est sur un code IDCC applicable qui fait référence à l'activité principale de l'établissement. Cette activité principale est déterminée par le code NAF de l'entreprise. Alors, qui sait quel est le code IDCC applicable de l'entreprise? C'est l'entreprise. Elle connaît son activité principale et c'est ce qu'elle va renseigner tous les mois dans sa DSN. Attention, il peut y avoir des erreurs. Donc, pour vous aider à savoir quel OPCO est rattaché une entreprise, nous vous conseillons le site Quel est mon OPCO France Compétences, qui est beaucoup plus fiable que d'autres sites Internet. Et aussi et surtout, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à vous rapprocher des conseillers et conseillères de l'OPCO qui vous aideront aussi dans cette détermination des codes IDCC applicables et de savoir dans quelle branche est précisément l'entreprise. La partie apprenti. Alors, il nous faut le nom, le prénom de l'apprenti. Attention aux fautes d'orthographe. Attention aux interversions. Quel est le nom? Quel est le prénom? Ce n'est pas toujours clair. Il nous faut également le numéro de sécurité sociale, qui est une donnée impérative pour pouvoir enregistrer le contrat d'apprentissage. Le représentant légal, évidemment, si l'apprenti est mineur. D'autres cases importantes comme la case sportif de haut niveau, qui peut permettre une dérogation sur la durée possible. La case également reconnaissance travailleur handicapé qui peut permettre un financement supplémentaire pour le CFA. Et ensuite, on a la partie situation avant contrat, dernier diplôme préparé, dernière classe, intitulé du diplôme et diplôme le plus élevé. Cette partie est importante. Il y a souvent régulièrement des erreurs là-dessus. Cette partie va nous permettre, nous, de voir la cohérence entre ce que l'apprenti a fait avant et ce que l'apprenti fait maintenant, et va déterminer aussi la rémunération collective et la rémunération conseillée. Pardon, la rémunération conseillée. Dans situation avant contrat, c'est ici que vous, les CFA, vous pouvez notifier le code 7 si l'apprenti a commencé sa formation sous statut stagiaire sans employeur. Et dans ce cas, donc, il a 3 mois pour trouver un contrat. Et lorsque le contrat débute dans les 3 mois et est signé dans les 3 mois, on peut apporter un financement pour le début de la formation. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre la notice pour tous les codes sur la situation avant contrat.
La partie maître d'apprentissage. Alors, pour le maître d'apprentissage, on retrouve son nom, son prénom, sa date de naissance et très important, la phrase: «L'employeur atteste sur l'honneur que le maître d'apprentissage répond à l'ensemble des critères d'éligibilité» doit être cochée. C'est un de nos points de contrôle. Alors, on ne va pas demander de justificatif, hein. D'ailleurs, il en est de même pour, la reconnaissance travailleur handicapé ou le sportif de haut niveau. Nous, en tant qu'OPCO, on va se baser sur le déclaratif, mais on doit s'assurer que l'entreprise a bien un maître d'apprentissage qui répond à nos critères aux critères, qui sont alors vous les retrouvez en dessous. Soit le maître d'apprentissage a un diplôme correspondant à celui que le jeune prépare et il justifie d'une année, d'exercice dans cette activité professionnelle, soit le maître d'apprentissage doit justifier de 2 années d'exercice de cette activité professionnelle en rapport avec ce que l'apprenti prépare. Voilà pour le maître d'apprentissage. Heu, je te redonne la main Maxime pour la partie contrat. Ça marche. Donc alors, là maintenant on est sur, voilà les champs qui concernent, la partie le contrat. Donc c'est vraiment la partie, assez contractuelle, qui rappelle que le contrat d'apprentissage, c'est bien un contrat de travail. Donc rapidement sur quelques éléments, donc le type de contrat, ce qu'il faut noter, donc c'est des codes et des codes qui correspondent à une chronologie, de contrat d'apprentissage par rapport au parcours, scolaire et de vie de l'apprenti. C'est-à-dire qu'un type de contrat code 11, c'est un contrat initial et ça veut dire que c'est la première fois que le jeune fait un contrat d'apprentissage. Après, on va être sur des contrats, 21, 22, 23 qui sont des contrats succession où en fin de compte, ce n'est pas la première fois qu'il fait un contrat d'apprentissage, mais c'est la deuxième ou troisième fois qu'il en fait avec le même employeur ou non, ou suite à une rupture, de contrat d'apprentissage. Ensuite, on peut voir donc il y a type de dérogation. Donc là, les dérogations, les codes de dérogation concernent notamment lorsqu'il y a un allongement ou une réduction de durée, du contrat d'apprentissage ou bien lorsqu'il y a une dérogation, de l'âge de l'apprenti. Puisque pour rappel, l'âge d'un apprenti, c'est, entre 16 ans et 29 ans révolus. Pour parler de la date de conclusion. Donc la date de conclusion, c'est un champ important puisqu'il peut conditionner le financement et l'éligibilité du contrat d'apprentissage. Notamment, il est important que la date de conclusion, donc c'est la date de signature, hein, ce n'est pas forcément la date de début de contrat, d'exécution du contrat. C'est pour ça que c'est 2 champs différents sur le CERFA et notamment donc il faut que, par exemple, le diplôme ou le titre, RNCP soit actif à la date de conclusion. Pour un petit aparté sur justement, l'activation de ce RNCP, il existe un cas de figure où, un apprenti peut avoir commencé donc en scolaire, en statut scolaire, de manière théorique un diplôme et mais à partir du moment où il est rentré dans le cycle de formation, au moment où le RNCP était actif, dans ce cas, le contrat d'apprentissage, s'il est fait sur les dernières années du cycle, est bien éligible. Ensuite, donc on indique bien la date de début de contrat et la date de fin de contrat. Donc, pour rappel, la durée de contrat, donc elle est minimum de 6 mois, maximum de 36 mois. Elle doit être égale à la durée du cycle de formation. Ensuite, on a la durée hebdomadaire et on a surtout, la rémunération. Donc c'est un champ contractuel, important, dans le CERFA. Donc on peut voir qu'il y a c'est découpé par année de contrat. Chaque ligne équivaut à 12 mois calendaires de contrat. On a la possibilité, s'il y a un changement de pourcentage du SMIC, sur la droite pendant l'année, pendant les 12 mois calendaires, de faire une variation de rémunération pendant cette année-là avec, voilà, vous voyez sur l'encadré gris à droite du CERFA. Alors, la rémunération, elle est bien calculée, donc en fonction d'un pourcentage du SMIC et c'est en fonction de l'âge de l'apprenti et de sa progression dans le cycle de formation.
Alors vous pouvez voir également qu'en bas, il y a également des avantages en nature qui peuvent être indiqués et qui doivent être limités à 75 du salaire. Alors après, il existe un certain nombre d'événements qui peuvent impacter la rémunération, notamment un changement de tranche d'âge, une revalorisation du SMIC, un accord de branche ou d'entreprise, des contrats successifs de même nature et il y a également des cas spécifiques à la majoration de points. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'impact sur la rémunération lorsqu'il y a un changement de tranche d'âge, c'est que ce changement, de pourcentage du SMIC est applicable et réévalué, au 1er jour du mois suivant la date d'anniversaire. Là, je vous propose, voilà, de partir sur des cas particuliers impactant la rémunération, notamment, le 1er, c'est la succession de 2 contrats d'apprentissage. Il faut savoir qu'il existe un maintien de rémunération, entre 2 contrats d'apprentissage. Notamment, si c'est avec le même employeur, la rémunération de l'apprenti, donc elle est au minimum celle qu'il percevait lors de sa dernière année d'exécution du précédent contrat. Et lorsque c'est un employeur différent, la rémunération de l'apprenti est au minimum celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du précédent contrat. Donc après, lorsque entre les 2 entreprises, nous avons les mêmes conventions collectives nationales, dans ce cas, on va appliquer un maintien de rémunération conventionnel, s'il en existe un et tandis que si, entre les 2 contrats d'apprentissage, les entreprises ont des conventions collectives différentes, dans ce cas, on appliquera un maintien de rémunération réglementaire et donc ce maintien de rémunération, il n'est possible que si l'apprenti a obtenu le diplôme précédent. Et après, il faut bien savoir que, ces pourcentages de rémunération et ce maintien, dans tous les cas, si l'âge ou bien les dispositions conventionnelles restent, plus favorables, il faut bien les appliquer dans la deuxième entreprise. Ensuite, il existe des cas de majoration de salaire, notamment on peut appliquer 15 points, supplémentaires sur le pourcentage de rémunération réglementaire, notamment dans le cas, d'un contrat inférieur à 1 an qui prépare, un titre de même niveau que celui obtenu précédemment et dans une qualification qui est en rapport direct avec le diplôme, précédemment, obtenu. Alors il existe également, il n'est pas indiqué là dans le support, mais un autre cas où on peut majorer de 15 points, la rémunération réglementaire, c'est dans le cas d'un apprenti, reconnu travailleur handicapé, qui demande un allongement de son contrat, voilà et il y a le droit suite à sa reconnaissance RQTH. Et là dans ce cas, on pourra appliquer également une majoration de 15 points sur la rémunération réglementaire. Après, il est important de savoir que la licence professionnelle, qui se fait en 1 an, est un diplôme, qui va bénéficier voilà, l'apprenti va bénéficier d'une rémunération correspondant à une deuxième année de contrat. Après, pour faire un focus, rapide sur, les dates de début et de fin de contrat, voilà, comment les déterminer. Il faut bien savoir donc que, le début d'exécution d'un contrat d'apprentissage au sein d'une entreprise, peut avoir lieu au plus tôt 3 mois avant, au plus tard 3 mois après le début du cycle en CFA. Et ensuite, la date de fin de contrat, donc bien entendu, elle doit englober la date d'examen, puisque c'est le principe même du contrat d'apprentissage, et normalement la date de fin de contrat, intervient au moment où l'apprenti obtient sa qualification, puisque c'est l'objet même du contrat. Cependant, il est vrai qu'il est possible pour un employeur et donc son salarié, de déterminer et de convenir d'une date de fin de contrat, postérieure à la date de fin de formation, mais dans la limite de 2 mois et ça reste une tolérance administrative et il est bien entendu interdit d'ajouter 2 mois systématiquement. Dans tous les cas, l'OPCO alertera l'entreprise, lorsqu'il, déterminera que la date de fin de contrat est trop éloignée de la date de fin de formation, notamment puisque l'entreprise, encourt des risques juridiques. Alors ensuite, je vais vous présenter donc la formation qui vous concerne directement en tant que CFA.
Donc, ce qui est important à savoir sur cette partie, c'est que, le SIRET, l'UAI, l'adresse postale du CFA indiquée sur le SERFA est bien celui qui est la partie signataire de la convention de formation et ce n'est pas forcément, l'adresse postale du lieu d'exécution. Si le lieu d'exécution de la formation est différente, du CFA responsable et de la partie signataire, dans ce cas, il faudra bien indiquer, le lieu d'exécution dans la convention de formation. Après, donc il est important donc d'indiquer le code RNCP. Aujourd'hui, ce code, détermine l'éligibilité, du contrat d'apprentissage et détermine également le financement. Le code diplôme, qui existe encore sur le CERFA, est toujours à indiquer, mais reste un élément plus statistique aujourd'hui. L'OPCO2I va également vérifier le pourcentage de durée de formation sur la durée de contrat. Notamment, on va regarder si, on est bien, au-dessus de 25 de durée de formation sur la durée de contrat, et on alertera l'entreprise et le CFA, dans le cas où ce n'est pas le cas, même si l'on sait que, le cas échéant, des certificateurs, peuvent, indiquer un pourcentage spécifique, propre au titre ou au diplôme. Après sur le nombre d'heures, il faut sur la durée de la formation, le nombre d'heures, c'est bien le nombre d'heures réalisées, sous le contrat. Et puis donc, pour rappel, voilà, la date prévue de fin des épreuves doit bien être antérieure à la date de fin de contrat et ce n'est pas, la date de rattrapage, c'est bien la date de fin d'examen initial. Et ensuite, voilà, chaque partie devra apposer sa signature et l'employeur ne devra pas oublier, voilà, de cocher le fait qu'il atteste de disposer de l'ensemble des pièces justificatives. Là, je vais laisser Anaïs vous présenter les 4 points de contrôle de l'OPCO, qui peuvent amener et nous amener à refuser, le financement d'un contrat d'apprentissage. Tout à fait. Alors, d'abord, quand on reçoit tous les contrats d'apprentissage, nous, en tant qu'OPCO, évidemment, on va vérifier l'intégralité du CERFA. On va regarder aussi la cohérence des informations, sur le CERFA et sur la convention de formation. Mais on a 4 points de contrôle qui vraiment, s'ils ne sont pas respectés, sont bloquants et pour lesquels on ne peut pas enregistrer le contrat d'apprentissage. Le premier point concerne l'éligibilité de la formation. On va s'assurer que la formation est bien inscrite au répertoire national des certifications professionnalisantes, que cette fiche RNCP est bien active et que, évidemment, cette formation peut se faire en contrat d'apprentissage. Notre deuxième point de contrôle est sur l'âge. Donc, on peut faire un contrat d'apprentissage de 16 à 29 ans, comme tu l'as dit, Maxime, révolu. C'est-à-dire qu'un jeune peut signer un premier contrat d'apprentissage le dernier jour de sa 29e année. Et on peut également signer un contrat d'apprentissage, par exemple, si on a moins de 16 ans, moins de 15 ans dans certains cas possibles avec des dérogations mises en place. Et on peut signer un contrat d'apprentissage également quand on a plus de 29 ans, mais là encore, dans certains cas possibles, sous une certaine dérogation. Donc, quand on est dans ces cas-là, nous, on va vérifier évidemment si ces dérogations sont possibles. Pour signer un contrat d'apprentissage à tout âge, sans limite d'âge, cela concerne les jeunes qui ont une reconnaissance travailleur handicapé, pour les jeunes qui envisagent de créer ou de reprendre une entreprise, et pour les sportifs de haut niveau et les jeunes qui ont échoué à l'examen. Ensuite, on va vérifier si il y a bien un maître d'apprentissage majeur et qu'il répond aux critères d'éligibilité sous le déclaratif de l'entreprise. Et enfin, dernier point de contrôle, le respect de la grille minimale de la rémunération. Nous, OPCO, on va regarder si le salaire légal est respecté. Le salaire légal, qu'est-ce que c'est? Il se base sur l'âge de l'apprenti et les années de contrat. Est-ce que le jeune est en première année, deuxième année, troisième année de son contrat et dans quelle tranche d'âge se situe-t-il? Alors, ce salaire légal, vous le retrouvez dans la notice qui accompagne le CERFA.
Si cela n'est pas respecté, on bloque et on va évidemment alerter l'entreprise. En revanche, l'OPCO regarde aussi si l'entreprise a appliqué sa rémunération conventionnelle, celle de sa branche. L'OPCO, là-dessus, va plutôt accompagner et on va inciter les entreprises, évidemment, à respecter leurs accords de branche et à appliquer cette rémunération conventionnelle. Et on regarde aussi le salaire conseillé avec des cas spécifiques comme Maxime vous a expliqué juste avant. Donc voilà pour nos points de contrôle. Maintenant, on va passer à la convention de formation. Donc là, on est plus sur votre partie. La convention de formation, même si c'est l'école, le CFA qui l'établit, elle doit être signée de votre part. Elle doit être signée de l'entreprise et elle doit être transmise à l'OPCO, évidemment, avec le CERFA dématérialisé. On va y retrouver les éléments sur les contractants, donc l'entreprise, son SIRET, son code IDCC applicable. On va retrouver les éléments du CFA. Alors, les éléments du CFA où a lieu la formation du jeune, mais également les éléments du CFA qui portent la responsabilité administrative et qui va assurer par exemple la facturation. Donc vraiment les éléments CFA et les éléments CFA gestionnaire. On va retrouver également les données sur l'apprenti, son nom, son prénom. Concernant les informations relatives à la formation, le code RNCP est obligatoirement mentionné, il doit l'être. Si vous aviez des conventions jusqu'alors qui faisaient apparaître que le code diplôme, il faut rajouter maintenant la fiche RNCP parce que c'est bien là-dessus, comme on vous l'a dit, qu'on va déterminer le financement et on va vérifier si la fiche est active. Vous pouvez y rajouter les dates de formation, vous devez y rajouter les dates de formation, l'intitulé du diplôme et le code diplôme aussi si vous le souhaitez. Pour la partie financière, j'insiste un petit peu là-dessus, vous devez réellement, les organismes de formation doivent réellement notifier le coût de la prestation, le coût de la formation supportée par votre établissement. Vous ne devez pas forcément afficher le niveau de prise en charge de France Compétences. Alors, dans le cas où le coût de la formation est au-dessus du niveau de prise en charge, soit il y a un reste à charge que l'entreprise financera, mais si il n'y a pas de reste en charge pour l'entreprise parce que l'établissement, l'organisme de formation en a décidé ainsi, vous pouvez quand même laisser coût de la formation, niveau de prise en charge OPCO et notifier qu'il n'y aura pas de reste à charge pour l'entreprise. Mais vraiment, c'est le coût réel de votre formation qui doit être indiqué. Pensez à proratiser le coût de la formation. Par exemple, un contrat BTS 2 ans, le coût de la première année, le coût de la deuxième année. Les coûts doivent être vraiment proratisés. Sur la convention de formation, on doit également retrouver les frais annexes. Sont chiffrés à l'enregistrement du contrat le nombre de repas, le nombre de nuits. L'OPCO apporte un financement dans un maximum de 3 € par repas, 6 € par nuit. Pour les frais de premier équipement, donc on finance les frais de premier équipement. Bonne nouvelle pour les organismes de formation. Désormais, un financement est donné pour l'équipement, aussi pour les formations transverses qui ne sont pas forcément industrielles. Sur le site internet de l'OPCO, vous pouvez retrouver cette liste de formations qui bénéficient de ce kit premier équipement. Je ne sais pas si peut-être soit Solène ou Audrey, vous pouvez mettre dans le chat le lien pour que vous l'ayez directement. Voilà pour les kits de premier équipement et aussi pour la mobilité internationale. Alors, vous devez mentionner, doit être mentionné dans la convention de formation initiale que une mobilité sera prévue, mais ce n'est pas à ce moment-là que vous devez mettre les frais et ce n'est pas à ce moment-là que l'OPCO va engager des frais liés à la mobilité. Ça sera plus tard.
En revanche, doit être noté s'il y a bien un référent mobilité. Pour terminer, si vous avez le mandat des entreprises pour télétransmettre directement les CERFA, c'est sur la convention de formation que cela doit être notifié. Et enfin, s'il y a une majoration liée à la reconnaissance travailleur handicapé du jeune, vous pouvez demander le financement aussi de cette majoration qui est de 4 000 € maximum par année de contrat. Voilà pour la convention de formation et je te redonne la main, Maxime, pour la Ouais, convention merci. tripartite. Merci Anaïs. Alors, en effet, on va parler maintenant de la convention tripartite de réduction ou d'allongement de durée. Heu, donc rapidement, donc c'est une convention à part entière, hein, ce n'est pas, la convention de formation, c'est un document supplémentaire, notamment dans le cas où, la durée du contrat, va être inférieure ou supérieure à celle, du cycle préparé. Alors il y a 2 cas de figure où, il est possible de compléter cette convention tripartite, notamment, si vous détectez que le niveau initial de compétence de l'apprenti, le permet. Et quand on entend niveau initial de compétence de l'apprenti, on parle bien d'un apprenti qui rentre en cours de cycle de formation, mais qui n'a pas suivi les premières années, voilà, du cycle en scolaire et qu'après il fait un contrat d'apprentissage. Là, dans ce cas, on n'a pas besoin de convention tripartite, mais on parle bien, voilà, d'un entrant en cours de cycle de formation théorique et qui peut être dispensé, voilà, de et que l'on peut réduire ou allonger la durée. Et ensuite, il y a un 2e cas de figure, où on peut, éventuellement réduire ou allonger la durée du cycle. C'est notamment si, le futur apprenti a acquis des compétences, le cas échéant donc, lors d'une mobilité à l'étranger, lors d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle, lors d'un service civique ou lors d'un volontariat militaire ou d'un engagement, comme sapeur-pompier volontaire. Donc, cette durée et donc, cette durée de contrat réduite ou allongée est donc fixée dans la convention tripartite, signée par tous les acteurs, donc, par le CFA, par l'employeur, mais également par l'apprenti et s'il est mineur par le représentant, légal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet cette convention tripartite ne peut pas conduire à une durée de contrat, pardon, inférieure à 6 mois ou supérieure à 3 ans. Et donc, elle n'est pas requise, dans les cas que je vais vous énumérer. Donc c'est lorsqu'il y a un échec à l'examen et qu'il y a une prolongation de l'apprentissage avec le même employeur ou bien un autre employeur, là, dans ce cas, elle n'est pas requise. Lorsque l'apprenti a débuté sans employeur, il n'est pas requis, une fois qu'il trouve un employeur, de faire une convention tripartite de réduction de durée. Il n'est pas non plus requis lorsqu'il y a un aménagement dû à un apprenti, RQTH, donc reconnu travailleur handicapé ou bien sportif de haut niveau. Et comme je vous disais, juste avant, lorsque l'apprenti a débuté le cycle sous statut scolaire et qu'il entre en apprentissage sur les dernières années du cycle, il n'est pas non plus, heu, il n'y a pas besoin, voilà, de signer une convention tripartite. Il y a un dernier cas où lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage après, une rupture d'un premier contrat et qu'il y a une poursuite du cycle en CFA, dans ce cas non plus, il n'est pas obligatoire de signer cette convention tripartite de réduction de durée. Donc je vais laisser la main maintenant à Anaïs pour vous, parler, voilà, des documents inhérents à la rupture et aux avenants. Alors pour, la transmission de la rupture, à l'OPCO, donc c'est bien, l'entreprise qui doit transmettre à son OPCO le formulaire de rupture anticipée avec préciser évidemment la date d'effet de la rupture et le motif de la rupture. Ensuite, l'OPCO doit dire pardon, l'organisme de formation doit dire à l'OPCO, quelle est la situation du jeune après la rupture. Est-ce qu'il abandonne sa formation? Est-ce qu'il poursuit sans employeur? Ou est-ce qu'il a retrouvé un nouveau contrat? C'est ce qui va permettre pour nous de revoir le financement du contrat et ensuite nous renvoyons évidemment, nous retransmettons les accords, au CFA. Pardon.
Pour les avenants. Pour les avenants, plusieurs types d'avenants. L'employeur, évidemment, doit informer son OPCO de toute modification qui porterait sur un des champs du contrat d'apprentissage. Vous avez la possibilité, enfin les entreprises ont la possibilité désormais de créer un avenant directement sur la plateforme Mon compte de Zi, directement du dossier du jeune. Euh, Quand ils nous transmettent l'avenant, certains avenants ne nécessitent pas forcément un avenant à la convention de formation. Les avenants qui nécessitent un avenant à la convention de formation sont ceux qui vont avoir un impact sur le financement et du coup qui va faire bouger la prise en charge du dossier. Par exemple, un code 31, une modification de la situation juridique de l'employeur si on a par exemple un changement de code IDCC. Le code 33, prolongation suite à un échec à l'examen, où par exemple le jeune va en rattrapage, donc on rallonge la durée du contrat, donc la prise en charge est rallongée. Le code 34, pardon, prolongation suite à un échec à l'examen. Non, pardon, ça je vous l'ai dit. 34, c'est prolongation suite à une reconnaissance TH. 35, modification du diplôme. Là, évidemment, ça impacte le financement. Et 36, par exemple, réduction de durée ou changement de CFA. Et donc, dans ces cas-là, l'organisme de formation transmet également l'avenant à la convention de formation à l'OPCO. Donc alors, maintenant, en bref, on va vous récapituler très rapidement, voilà, dans une slide, un peu ce qu'on s'est dit sur les documents, contractuels, les pièces à transmettre et les modalités. Donc, pour rappel donc, la transmission à l'OPCO, elle se fait de 2 manières. Soit l'employeur saisit sur son espace Mon compte de Zi le contrat d'apprentissage et le transmet à l'OPCO, soit, le CFA a donc, convergé son outil de gestion avec le nôtre via l'API CFA et donc si le CFA a un mandat de gestion de l'entreprise pour saisir le contrat, le CFA peut le faire et nous le télétransmettre directement à partir de son outil de gestion. Les pièces contractuelles restent donc et obligatoires restent le CERFA, la convention de formation et la convention d'allongement de réduction de durée, le cas échéant. L'engagement, financier donc se fait en fonction, voilà, du niveau de prise en charge de la branche ou bien d'un décret carence, et si, ni la branche ni France compétences n'ont déterminé, pour le moment un financement, un coût annuel de prise en charge, par défaut, ce sera une valeur d'amorçage qui sera appliquée. Donc ensuite l'OPCO paye en direct le CFA sur le niveau de prise en charge. Il n'y a pas, de reste à charge possible, c'est-à-dire que dans le sens où l'OPCO ne peut pas financer de reste à charge, c'est-à-dire que, y compris sur les versements volontaires, c'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas nous, confier sa gestion de plan pour pouvoir financer des restes à charge, de coûts pédagogiques sur, les contrats d'apprentissage. Et ensuite, en termes de modalité de paiement du coût pédagogique, donc c'est un paiement, par avance, selon un échéancier que l'on paye donc directement au CFA. Donc nous, pour qu'on puisse payer la 1re échéance, il nous faut uniquement la facture pour la première échéance et c'est à partir de la deuxième échéance où il nous faudra la facture de la période de la deuxième échéance, mais pour pouvoir la payer, il va nous falloir le certificat de réalisation de l'échéance précédente. Et ensuite, les modalités de paiement sur les frais annexes, ce sera donc, sur facture, du CFA et nous n'avons pas besoin de justificatif. Cependant, bien entendu, le CFA doit garder, chez lui tous les justificatifs inhérents, au paiement des frais annexes, puisqu'en cas de contrôle, l'OPCO2I pourrait les demander. Donc on arrive sur la fin de ce webinaire et de cette présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a eu des questions dans le chat, je vous propose de se réserver, un petit temps. On a encore, 5 minutes, sur ce webinaire pour pouvoir, peut-être, voilà, répondre à des questions. Je laisse la main à Audrey et Solène pour peut-être, voir quelles questions, sont ressorties dans le chat et si, il y en a, auxquelles on peut répondre.
Alors, je prends la dernière. Concernant la prorogation du contrat d'apprentissage suite à l'échec à l'examen final, est-il possible de déroger à la durée minimale du contrat d'apprentissage et à la durée minimale de la formation en CFA? L'exemple qui est donné, c'est celui d'un apprenti qui n'aurait que son mémoire à repasser ou quelques crédits. Ou doit-il obligatoirement refaire une année entière? Donc, on en revient à la durée que vous avez abordée tout à l'heure dans votre slide. Je vous laisse Ouais. reprendre la main pour la réponse. Complètement. Donc, en gros, là, on est dans le cas d'un type de contrat 23. Donc, c'est un nouveau contrat suite à une rupture, d'un contrat d'apprentissage, initial pour le même diplôme et en effet, un type 23, c'est le seul type de contrat qui permet, de déroger un peu à cette durée minimale, de contrat d'apprentissage. Donc, on peut faire en effet on peut reprendre, voilà, embaucher un apprenti suite à une rupture initiale, pour pouvoir faire finaliser le parcours de formation à l'apprenti et la durée de contrat peut être moins de 6 mois. Et en fait, si jamais l'apprenti a eu un échec à l'examen, et qu'il repasse, par exemple, les rattrapages ou qu'il lui manque, la soutenance qui n'a pas été, validée, là, le contrat peut être rallongé aussi avec un avenant type, 33 et dans ce cas, en effet, si la durée est au-delà des 36 mois, ça ne va pas être bloquant. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le contrat est rallongé le temps que le jeune passe son épreuve. J'espère qu'on a bien répondu à votre question, Charlotte. Alors, autre question. Peut-on signer le CERFA et convention et indiquer que le numéro UAI est encore en attente pour le CFA? Alors, Oui, ouais, la difficulté là, c'est qu'en effet, nous, en fin de compte, on a un référentiel de CFA, et en effet, le numéro EI reste quand même un numéro administratif, voilà, obligatoire sur le CERFA. Hem, alors après, il faudrait peut-être qu'on comprenne pourquoi il est en attente. Alors peut-être qu'il y a un CFA responsable qui peut-être en attendant, indiquer, son numéro UAI. Après ça reste un cas de figure un peu à la marge. Peut-être se rapprocher, voilà, il y a une école en cours de création. D'accord. Donc après, ça peut être intéressant de se rapprocher aussi d'un contact en région, OPCO pour peut-être, pousser un peu si le cas est un peu particulier. Mais en tout cas, c'est vrai que le numéro UI reste un champ obligatoire, sur le CERFA et la convention. oui, et c'est vrai que si dans notre référentiel, la fiche correspondant à l'organisme de formation n'est pas créée, on ne peut pas enregistrer le contrat d'apprentissage. Donc, c'est vraiment une étape Mmh. primordiale pour vous. Créer vos accès sur mon compte de ZI et se rapprocher de l'OPCO aussi pour être référencé dans notre base de données. Je sais pas s'il y a d'autres questions? Heu, Il y en avait une autre, mais à laquelle il y j'ai en avait une répondu autre? concernant Ouais, qui doit commencer à y faire le CERFA, le CFA ou l'employeur. Ce à quoi j'ai répondu qu'il n'y avait pas de règle établie, ça dépendait d'accord. un peu des circonstances et de comment ça s'organise avec le CERFA, sachant que l'employeur peut tout à fait commencer à l'initier de son côté, mais que le CFA demande généralement une fiche navette ou une fiche d'inscription afin de commencer à établir également de son côté CERFA et convention. Donc en effet, là, les 2 parties peuvent intervenir en conjointement. Tout OK, à fait, très bien. tout à fait et c'est vrai que historiquement, beaucoup de CFA, par exemple, établissaient les contrats pour les entreprises. Donc c'est vrai que les CFA, vous avez encore beaucoup ce rôle d'accompagnement dans l'établissement du CERFA. Voilà, c'est la responsabilité de l'entreprise, mais évidemment, vous pouvez, les accompagner et porter même le mandat si jamais, pour, porter la responsabilité du dépôt aussi. Mais c'est conjointement, exactement comme tu le dis, Audrey. J'ai OK. également déposé le lien pour accéder au simulateur qui permet d'avoir les niveaux de prise en charge pour les frais de premier équipement. OK, super, Il a été merci Super. déposé. Sinon, oui, faut surtout pas hésiter à aller sur le site de l'OPCO 2I. Il est très bien fait. Vous avez plein de réponses et plein de simulateurs ou du moins des petits fichiers qui récapitulent les différents niveaux de prise en charge pour les frais annexes, par exemple.
Du coup, il est 11h45 maintenant, passé d'1 minute. Nous vous remercions en tout cas pour votre attention, en espérant avoir pu, vous être utile, et avoir pu répondre à vos questions donc sur ce webinaire. Sachez que, il y a d'autres webinaires à venir, qui vont être présentés par, d'autres de nos collègues. Donc le 25 avril, ça portera sur la vie du contrat d'apprentissage, que ça soit avenant, rupture, mais également, cas pratico-pratiques, d'un contrat d'apprentissage. Et le 2 mai, il y aura également un webinaire sur les frais annexes. Donc nous Et vous la invitons mobilité. à vous Et la à vous mobilité, inscrire je et la crois. Frais mobilité, OK. annexes, Les frais mobilité. annexes Ouais. et mobilité internationale. Donc nous vous invitons à vous y inscrire si vous êtes intéressé par ces webinaires et n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs en région si vous avez Oui. des questions, un peu spécifiques ou si vous avez besoin de réponses. Sur ce, nous vous souhaitons en tout cas une bonne journée, et puis à bientôt, en tout cas, À sur le sujet bientôt. de l'alternance. Merci à tous. À Bonne bientôt. journée. Au Au revoir. Bonne revoir. journée. Au revoir.